Alors déjà, merci à tous de prendre un petit peu de temps pour ce moment d'échange. On vous propose juste quelques slides introductives pour expliquer pourquoi est-ce qu'on organise cette formation et rappeler un peu les objectifs associés. Donc déjà, c'est vous donner à tous quelques bonnes pratiques parce qu'on sait que vous n'avez pas forcément le même temps pour aller sur les réseaux sociaux et pas forcément non plus les mêmes pratiques d'utilisation à ce stade. Et pourquoi c'est important? Parce que même si on sait qu'en tant que directeur juridique et secrétaire généraux, vous êtes souvent particulièrement débordés, ce sont des outils qui vous permettent de renforcer votre personal branding hein, et votre marque personnelle, euh, de renforcer votre visibilité en tant que directeur juridique ou secrétaire général. Et plus largement, c'est aussi important pour nous de souligner que ça permet, dès lors que vous valorisez, ça permet aussi de valoriser le cercle Montesquieu, qui, comme vous le savez, sous l'égide de Maëlys et Laure, est dans une démarche vraiment de communiquer de plus en plus proactivement et de renforcer la visibilité et la notoriété du cercle. Et donc, bien sûr, vous êtes les premiers ambassadeurs du cercle et vous êtes les premiers qui pouvaient en parler et qui pouvaient aussi partager les contenus du cercle, les expliquer, les rendre pédagogiques aussi auprès de vos audiences respectives. Tout à Si tu fait. peux passer sur la prochaine, Pauline. Ouais, ouais, je passe. Merci. Donc, juste pour vous rappeler aussi pourquoi est-ce qu'on fait cette formation maintenant, vous avez dû suivre tout ce qui s'est passé autour de la présidentielle. Ce qui est une grosse séquence de communication pour le cercle. Donc, vous avez pu contribuer à la création d'une plateforme de proposition. Derrière, cette plateforme de proposition a été donc finalisée par le bureau du cercle et passée en design pour avoir un document d'une quinzaine de pages qui a été partagé à la presse, partagé aux influenceurs politiques et économiques. C'est un document qui a très bien fonctionné et qui a eu des bons retours et qui nous a permis par la suite d'aller faire un certain nombre d'interviews. Donc là, je vous en ai mis quelques-unes, hein. C'est des interviews avec des rédactions juridiques de référence notamment. Et en suivi de cette séquence autour de la présidentielle, l'idée, c'est que le cercle puisse continuer à être positionné comme un commentateur de l'actualité. Donc, à titre d'exemple, en ce moment, on est enfin, on a rencontré les Échos. Laure rencontre prochainement Challenge avec Antoine Lequiffre. On est aussi en discussion avec La Tribune, le Journal des Sociétés, Décideur Magazine pour la visibilité du cercle. Et donc, ça passe aussi par vos contributions propres. Mais ça passe bien sûr, une fois qu'on a ces interviews, par le fait de les relayer aussi sur vos propres réseaux. Donc, d'où la formation de ce jour. Donc, ce qu'on attend de votre part, et on espère que vous jouerez le jeu malgré vos emplois du temps très chargés, c'est que vous puissiez davantage relayer les posts que fait le cercle sur Twitter, relayer aussi ce que fait le cercle sur LinkedIn, ne pas hésiter à commenter, parler des interviews du cercle quand elles sont publiées, etc. Et plus largement, et ça, ce sera l'objet d'une autre session d'échange et de partage de bonnes pratiques, mais on est bien sûr preneur de tous vos angles et tribunes que vous pourriez avoir en tête pour apporter votre point de vue, parce que évidemment, vous avez tous des expertises qui sont uniques. Donc, ne pas hésiter à revenir vers Maëlys si vous avez des idées particulières. Voilà. Donc, bon, on va commencer. Moi, j'avais quelques questions. On va commencer par LinkedIn d'abord, et après, on fera une sensibilisation sur Twitter. Mais j'avais deux questions à vous poser. C'est combien d'entre vous là sont présents sur les réseaux sociaux de façon générale? Il faut répondre dans le chat. Ouais, non, vous pouvez Ah lever oui. la main, je compte. 1, 2, 3, hop. Donc là, c'est très bien. Ok, d'accord.
vous êtes des bons élèves, donc c'est marrant. Et à quelle fréquence utilisez-vous les réseaux sociaux? Alors, c'est quel réseau déjà? Est-ce que c'est LinkedIn, Twitter, les Link- deux? LinkedIn. LinkedIn, les autres? LinkedIn. 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 Alors, je vais plutôt poser la question à l'envers. Est-ce que quelqu'un utilise Twitter ici? Occasionnellement. Occasionnellement, d'accord. Bon, on a bien fait de commencer par LinkedIn. alors. Euh, voilà, parce que donc, je vais passer à la slide. Voilà, on a l'idée, c'est vraiment de faire une formation interactive, que vous puissiez poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit et nous, qu'on puisse vous apporter quelques tips, quelques bonnes pratiques, comme l'a dit Laetitia, sachant que les réseaux sociaux, maintenant, c'est indispensable à notre époque. LinkedIn notamment et Twitter, parce que j'y reviendrai pour vous embêter, mais pas seulement, parce que ça a de l'intérêt. Donc là, on a sur la slide que vous voyez, tout est une question d'algorithme sur les réseaux sociaux, malheureusement, maintenant. Donc, il faut répondre à certains codes et certains impératifs. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà, j'ai pas pu voir donc vos profils, mais si est-ce que ce que vous voyez là, c'est des choses que vous avez déjà faites, la photo, la présentation, le titre, le résumé d'expérience, qui est toujours très important parce que ça permet de visualiser en quelques minutes qui vous êtes, votre parcours. Ça, c'est quelque chose que vous faites? Oui. Oui. Comme je vous vois en tout petit, excusez-moi, je fronçais, je plisse les yeux, mais d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est clair pour vous. Pareil, mettre en avant vos expériences. Donc ça, je ne sais pas à quelle fréquence vous publiez ou comment vous publiez, mais je suppose que vous indiquez, il est important d'indiquer que vous faites partie du cercle Montesquieu. Et ça, j'espère que vous l'avez fait. Si ce n'est pas le cas, je vous invite fortement à le faire. Illustrer, bien détailler vos expériences, mettre des mots-clés, être assez concis, tout en mettant l'essentiel de ce que vous voulez valoriser, parce que tout ce qu'on va vous expliquer pendant la formation, c'est que en valorisant le cercle et ses actions, vous vous valorisez vous-même, et donc c'est du gagnant-gagnant dans les deux sens. C'est le but en fait. C'est pas vous contraindre à valoriser le cercle à tout prix, mais c'est que vous y trouviez votre compte aussi et que tout le monde soit gagnant. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'acquis, parce que je ne veux pas vous retenir longtemps sur des choses qui ne vous parlent pas. N'hésitez pas, il y a des mains levées, je ne sais pas si c'est toujours volontaire ou pas, ou c'était pour tout à l'heure. Je vois que Nathalie... Ah, ça, voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, après, valoriser votre engagement. Donc, pareil, là, on vous redit, si vous ne suivez pas le cercle, mais j'imagine que vous le suivez, suivez-le sur LinkedIn et sur le reste, mais ça, on verra plus tard. Et valoriser, en fait, on va revenir sur la façon de partager efficacement, et pour vous et pour le cercle, les publications, les actions, comment faire des posts utiles et pertinents qui pourront vous apporter davantage de visibilité à vous autant qu'au cercle. Donc, les 5 commandements pour réseauter efficacement sur LinkedIn. Donc, vous me dites si jamais il y a quelque chose, enfin, vous n'hésitez pas à m'arrêter, hein. C'est évidemment l'idée principale, c'est d'ajouter toutes vos relations professionnelles actuelles. Ensuite, collègues, pairs, comme c'est marqué, partenaires. Aussi, les personnes que vous croisez, que vous êtes amenés à croiser dans les conférences, au cours d'événements, c'est toujours bien, juste après, de les ajouter. Ça permet d'entretenir votre réseau.
et d'élargir votre cercle tout naturellement. En fait, c'est toujours plus facile. La personne se souvient de vous, vous l'avez rencontré lors de l'événement. Ça va de soi et c'est toujours mieux, effectivement, comme c'est marqué, de personnaliser l'invitation avec un petit message plutôt qu'une simple invitation envoyée comme ça, en rappelant le contexte de la rencontre, au cas où, enfin, en mettant un petit mot. Pareil, si c'est intéressant que vous puissiez aller élargir votre cercle en cherchant un peu, et souvent vous avez des suggestions d'ailleurs qui vous sont proposées, des gens qui occupent des fonctions similaires aux vôtres ou qui ont des intérêts communs, avec lesquels vous avez des intérêts communs. Je sais que moi, je vois toujours des suggestions alors, il y a anciens camarades, enfin, vous avez fait vos études ensemble ou vous avez travaillé dans le même secteur. Vous avez toutes ces suggestions-là. Après, libre à vous d'accepter ou non, ou d'envoyer une invitation à quelqu'un pour élargir votre réseau. Parce qu'il faut quand même être vigilant sur le fait que toute personne que vous acceptez dans votre réseau, après, a accès elle-même à, à votre réseau. Donc, il faut faire attention, rester vigilant, être sûr que c'est pertinent pour vous d'ajouter cette personne. Je passe. Alors, là, on passe aux bonnes pratiques théoriques et claires. Donc, vous aurez tout ce document-là, donc vous inquiétez pas, mais publier voilà, avec les algorithmes, il faut vraiment rester attentif à certaines règles. Donc, l'heure de publication est importante, les jours aussi, donc on les a indiqués, plutôt le matin, plutôt le soir, et ni le lundi ni le vendredi, parce que lundi, chacun reprend ses activités, donc n'est pas forcément sur les réseaux sociaux, et le vendredi, les gens partent plus tôt et ne regardent pas. Donc, voilà, à vous de choisir selon vos emplois du temps, selon vos possibilités, hein. Ce n'est pas non plus gravé dans le marbre, mais c'est des petites choses à savoir. Pareil, travaillez votre accroche. Voilà, allez tout de suite à l'essentiel pour donner envie de Oh, je te laisse. qu'on lise votre post. Le rendre aéré, ça paraît aller de soi, mais voilà, pour pas qu'on ait l'impression quand on voit un bloc, ça ne donne pas envie de lire, on est tous d'accord. Les réseaux sociaux, c'est quand même très visuel et dans l'instantané, donc tout de suite, si ça plaît, si c'est agréable à voir, ça donne envie d'aller plus loin. Si c'est rebutant, on laisse passer. C'est un peu ce qui est triste avec les réseaux sociaux, mais c'est comme ça, c'est l'instantané. Donc, on vous conseille de faire concis, clair et sobre, si possible. Donc là, vous avez aussi l'intérêt de LinkedIn, oui, c'est que vous évitez de renvoyer vers d'autres réseaux sociaux parce que LinkedIn préfère garder la main mise. Si vous renvoyez vers d'autres, c'est un jeu de concurrence et mieux vaut ne pas rentrer là-dedans si vous voulez être bien vu par l'algorithme. Ça, c'est un petit conseil aussi. Bon, comme je vous disais, privilégiez des phrases courtes, une présentation claire. Voilà, toujours pour plaire à l'algorithme et soyez aussi authentique que possible. Humble mais pas trop, c'est ce qu'on a mis, mais voilà, quelque chose de simple mais qui soit sincère dans vos posts. Voilà. Pareil, les bonnes pratiques de base, c'est interpeller via les arrobases, les personnes que vous souhaitez mentionner dans votre post ou que vous souhaitez simplement interpeller pour qu'elles lisent votre post. Ça, c'est indispensable.
ayez aussi Vous avez levé la main, Claire? Oui, j'ai une question. Alors, c'est peut-être moi quand je fais un commentaire sur un post, quand je mets le arrobas pour interpeller des personnes, parfois en réponse à un commentaire, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est moi qui... Pas quand je fais un post direct, mais une réponse à un post, il me semble que moi, j'ai des difficultés parfois à interpeller une personne, même si elle est dans mon réseau. Alors, c'est peut-être moi qui fais mal le truc, hein, mais il me semblait que quand on répondait sur un commentaire, ça n'apparaissait pas. Quand on fait merci, le nom n'apparaît pas automatiquement comme si c'était comme quand c'est très facile quand on fait un post. Mais parfois, ça m'arrive dans un commentaire, ça marche pas. Le Alors, nom parfois, n'apparaît pas. sur LinkedIn, il est vrai que parfois, il faut être patient parce que l'arrobase ne prend pas tout de suite. Donc, il faut Ok. vraiment soit le copier-coller, soit mais s'y reprendre à plusieurs fois. Moi, je sais que j'ai testé, parfois ça m'a agacé parce que ça ne prenait pas Ça le devient nom. pas bleu. Vous voyez ce que je veux dire? Ça devient Oui, pas bleu. Ouais, et je croyais que c'était moi. Je me suis dit, tiens, non, bon, non, c'est pas merci. vous. Mais en C'était fait, un petit commentaire. moi, je vous conseille de copier-coller, en fait, l'arrobase pour être sûr que c'est le bon, même si vous l'avez bien tapé, mais parfois, il y a un petit problème et ça ne prend pas Ouais. le nom. Voilà, bon, c'est pas moi, c'est LinkedIn. Ok. Non, non, c'est pas vous. Merci. Il n'y a pas de souci. Quelqu'un d'autre a levé la main? Non. Carla, non, c'est pas volontaire. Je ne sais pas. Non, j'ai dû laisser ma main Ah, quelque il n'y a pas part. de souci. Je l'enlève. Non, non, mais Suis-je pareil, sur la forme de vos publications, pour rendre votre compte attractif, on vous conseille de varier les types de posts. Soit renvoi vers un article en le commentant toujours, hein, ne pas juste partager, soit télécharger un document en PDF parce que ça rentre dans l'algorithme LinkedIn, ça n'est pas renvoyé vers autre chose, c'est un document qui vous est propre. Donc voilà, c'est pour que votre compte ne soit pas rébarbatif, si je puis me permettre, que ça soit assez vivant et qu'à l'œil, comme ça plaise. Pareil, donc trop, si je puis me permettre l'expression, trop de hashtags tue le hashtag, donc n'en utilisez pas trop, même si effectivement ça fait remonter dans le fil d'actualité de votre réseau de mettre des hashtags, 4-5 maximum, c'est vraiment, oui, c'est vraiment maximum, hein. Et choisissez-les selon l'objet de votre post, mais ça, je veux pas paraître, vous dire des évidences, mais voilà, enfin, essayez de choisir ceux qui vous semblent les plus pertinents et les plus repris aussi parce qu'on voit les hashtags qui marchent bien. Donc essayez de vous inscrire dans cette veine-là, dans vos posts et mettez-les toujours en fin de post, pas au milieu ou parce que ça brouille en fait le message, ça pollue un peu le post, si je puis me permettre. Et enfin, sur les emojis, vous êtes des directeurs juridiques pour la plupart, restez pro. N'utilisez pas, il y a des tonnes d'émojis maintenant, mais restez sur quelque chose d'assez neutre. Voilà, des flèches, des petites choses sympas, des petits tops ou des réveils ou des calendriers pour bien notifier un événement à venir, ça, pas de souci, mais effectivement, pas dans l'outrance. Laetitia, si jamais tu as des choses à ajouter, n'hésite pas à m'interrompre. Si elle est- Ouais, pas de problème, mais pour le moment, je pense que c'est parfait. Peut-être juste une précision, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, parce que pour nous, ça semble être une évidence, mais le fameux algorithme qu'évoquait Pauline, c'est ce qui permet de vous rendre de plus en plus visible, hein, et c'est pour ça qu'on y accorde autant d'importance et que tous ces conseils sont formulés autour de la manière dont cet algorithme relaie les publications et les classes. Parce que tout ça, c'est vraiment, vous êtes peut-être aperçu par vous-même que, alors c'est peut-être moins visible sur LinkedIn, mais en fait, parfois,
certaines publications de votre réseau n'apparaissent pas, ne viennent pas dans votre fil, alors que vous aimeriez les voir, mais vous ne les voyez pas. Il faut aller rechercher sur le profil de la personne. Et ça, justement, et ça peut vous arriver à vous aussi, c'est que les tips n'ont pas été respectés ou que l'algorithme n'a pas jugé que la réactivité à un post avait été assez efficace et du coup, l'algorithme balaie votre post, ce qui est navrant, mais du coup, moi, je sais que ça m'arrive de ne pas voir certains posts et par contre d'en voir que je n'ai pas envie de voir, mais qui visiblement ont eu plus d'impact sur le moment. Donc c'est pour ça qu'avec Laetitia, on insiste sur ça. Donc là, on vous avait juste mis un. Alors attendez, qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'il est parti. Alors, oui, Alors, je pense que attendez. quelqu'un a pris la main sur le partage d'écran, non? Alors, qui, Je pense qu'il y a une personne qui a pris la main sur le partage d'écran. C'est Monsieur Buis. est-ce que Monsieur Buis peut sortir de mon écran, s'il vous plaît? Une erreur et je ne sais pas comment faire. Bah, c'est bon, non, c'est bon, c'est résolu. Pendant Alors, que attendez. Pauline. Bonjour à tous, je suis arrivé un peu en retard, mais je Il y suis a pas de vraiment souci, désolé. du coup, je recherche mon document. Pendant que Pauline vous reprocède au partage d'écran, juste vous préciser que ce à quoi, bien évidemment, on aimerait tendre à terme, mais ça, bien sûr, c'est du très long terme. En fait, une fois que vous pouvez, dès lors que vous respectez bien ces conditions d'algorithme et ces bonnes pratiques, progressivement, vous allez gagner en influence et en visibilité. Et derrière, il n'est pas du tout exclu que vous passiez en top tweet et que vous soyez considéré comme un influenceur par LinkedIn aussi, hein. Excusez-moi, j'ai dit tweet, mais c'est pareil, c'est top post LinkedIn. Donc c'est ce vers quoi idéalement on aimerait vous encourager à aller, mais bien évidemment ça vient avec le temps et avec la structuration de votre réseau. Et plus vous postez des choses intéressantes et plus vous avez de chances de renforcer votre visibilité et votre écosystème. Alors là, c'est juste quelques exemples de posts. Alors c'est vrai que là, on ne voit pas trop, mais c'est ce que vous disiez, Pauline, sur déjà le fait de ne pas faire un bloc compact, de privilégier l'utilisation de petites icônes qui peuvent être utiles, de partager aussi des graphiques, des images, des photos. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est ce qui fonctionne bien et j'imagine que vous aussi, vous avez plus envie d'aller lire un post qui est aéré et illustré plutôt qu'un gros pavé, quoi. C'est tout simplement ça. Pauline, tu es sur mute. Ah bah, c'est de mieux en mieux. Bah non, pourtant, je Ah, suis c'est pas. bon, là c'est bon, t'entends. D'accord. Alors, oui, alors là, on revient un peu sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, sur l'interaction avec, pour augmenter votre visibilité. En fait, on reprend encore les fameux arrobas là, qui posent problème à certains pour interpeller les gens. Enfin, il y a vraiment les 2 choses à différencier à chaque fois, c'est les arrobas, enfin les là et les hashtags. Les hashtags, c'est vraiment pour des remontées thématiques, les arrobas, c'est pour interpeller les personnes que vous souhaitez, avec lesquelles vous souhaitez interagir. Mais ça, je pense que vous le savez. Heu, alors, interpeller la personne, oui, ou la société que vous mentionnez dans votre tweet, c'est, la valoriser parce que vous la mentionnez, c'est chercher à interagir avec elle et créer automatiquement un lien. Donc ça, c'est important pour le but que vous recherchez à travers vos publications. Pareil, donc on disait toujours, mettre une photo, c'est toujours mieux. Un visuel, enfin, une photo, ce que vous voulez, ça passe toujours mieux, ça s'est prouvé parce qu'une publication sans photo n'attire pas l'attention. Donc pareil, là, ça sera balayé assez vite, donc on vous conseille de faire ça
Et pour interagir avec quelqu'un, donc soit vous likez, soit vous partagez à votre guise. Vous n'êtes pas obligé de tout partager non plus, surtout comme ça, mais à minima, liker pour montrer à la personne que, enfin voilà, créer toujours cette interaction, ce lien, montrer votre intérêt. Commenter, c'est encore mieux, mais je vois que vous le faites déjà, donc il n'y a pas de souci. Et reposter, en fait, le fait de reposter, c'est pour que dans votre propre réseau, les gens puissent lire aussi ce qui vous a intéressé et sachent ce qui vous intéresse. Et donc, ça peut aussi créer une émulation. Donc, ça, c'est des principes de base, mais qu'on tenait à vous rappeler. Oui, Alors, alors ça, c'est juste une précision et je te propose, Pauline, qu'on passe relativement vite puisque c'est plus à titre personnel. Sur le storytelling, on vous a mis quelques conseils pour... ça, c'est plus pour votre personal branding hein, que pour le cercle. Mais si vous souhaitez faire des posts, par exemple, si vous changez de fonction ou ce genre de choses fonctionne assez bien. Donc, de faire un peu le bilan de ce que vous avez pu faire avec votre entreprise, etc. Globalement, tout poste qui fait appel au retour personnel et à l'expérience personnelle fonctionne bien et génère habituellement pas mal de likes. Et pour revenir sur ce que Pauline évoquait précédemment sur l'aspect liker, partager, etc. Euh, Évidemment, c'est très important que vous le fassiez pour le cercle, qui a notamment fait quelques posts sur la présidentielle. Donc maintenant, ça a déjà quelques semaines. Mais comme vous le savez, il y a pas mal de choses qui sont prévues en termes d'action de communication. Donc ne pas hésiter à liker, partager, voire même envoyer en message privé à vos contacts ce qui peut vous sembler comme pertinent. Parce qu'encore une fois, nous savons que les directeurs juridiques, c'est un cercle relativement fermé et c'est une petite communauté, mais c'est une communauté qui est aussi très active. Donc, l'idée reste de la mobiliser davantage. oui, alors je vais rebondir justement sur ce côté-là, ce point négatif en fait que Laetitia a. Parce que justement, là, donc le cercle a 12 062 abonnés à ce jour sur LinkedIn. Or, en regardant les derniers posts que vous avez faits, on tourne généralement autour des 15-20 likes et réactions. Alors, c'est pas suffisant du tout au vu du nombre d'abonnés que vous avez en fait et du nombre que vous êtes, même si j'ai bien compris que les 450 membres ne sont pas, enfin en tout cas je pense ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais c'est trop peu parce que vous voyez ça varie en fait, j'ai regardé là tout à l'heure et ça varie énormément en fait. C'est ça qui est un peu perturbant, c'est que ce qui serait bien, c'est d'avoir une certaine régularité sur le taux d'engagement des posts du cercle Montesquieu. Or, on voit que justement, le cercle a pris pour la première fois position dans le cadre de la campagne présidentielle avec des propositions fortes et il y a eu seulement 19 likes, c'est très peu. Et en fait, pour compléter ce que veut dire Pauline, hein, c'est qu'on est bien conscient du fait que vous avez tous des plannings particulièrement remplis. Mais si vous essayez déjà de relayer un ou deux trucs par mois, ça permettrait déjà au cercle d'augmenter sa visibilité. Et on voit d'ailleurs que excusez-moi, que ce qui a commencé à être fait dans le cadre de la présidentielle a bien fonctionné, puisqu'on a eu, et Maëlys, si vous souhaitez en parler davantage, des belles retombées presse, que ça nous ouvre de nouvelles possibilités en presse et que ça a été aussi l'occasion de générer des rencontres de très, très haut niveau. Donc le cercle commence à être visible, mais on a bien sûr besoin de votre soutien et besoin que vous puissiez, autant que possible, au moins mettre un petit like sur la publication du cercle qui va bien, parce que ne serait-ce que ça fait augmenter la visibilité globale. Allez-y, Maïs, je vois que vous levez la main.
Oui, c'était juste pour compléter en disant quand même que la campagne présidentielle, effectivement, elle a été décevante en termes d'interaction avec nos abonnés, puisque je suis tout à fait d'accord avec vous, le ratio est excessivement faible entre le nombre d'abonnés et les interactions qu'on a eues. En revanche, en termes de nouveaux abonnés, on a eu un flot continu de nouveaux abonnés. Et donc, en fait, ce qui se passe pour le cercle, je pense que ça se passe aussi pour chaque directeur juridique. C'est-à-dire que quand vous faites une vraie campagne sur les réseaux sociaux, de posts réguliers sur un sujet qui vous tient à cœur, eh ben, vous allez forcément aussi gagner de la visibilité. Alors, des abonnés, de toute façon, vous maîtrisez vos relations sur LinkedIn, donc ça ne marche pas exactement comme la page du cercle. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, quand on fait une campagne de communication rythmée, on en tire quand même des bénéfices. Oui, Absolument. Et je pense un point additionnel qui est un retour que nous a fait remonter un membre du cercle, à savoir Monsieur Bellondrade. Donc Monsieur Bellondrade a fait plusieurs interviews et il m'a dit du coup avoir reçu dans la foulée des messages LinkedIn de confrères un peu partout dans le monde qui ont vu passer son interview, qui est pourtant dans un média français relativement spécialisé. Donc de toute façon, en effet, tout contenu que vous mettez en avant et que vous partagez et tout contenu que vous relayez du cercle vous apportera forcément de la visibilité. Et de la même manière, la visibilité d'un média nourrit la visibilité du cercle et potentiellement la vôtre si c'est vous qui êtes porte-parole, par exemple. Claire, je vois que vous avez une question. Vous êtes votre micro est En muté. mute, oui. Je crois qu'il y a deux groupes il y a deux groupes. Est-ce qu'il n'y a pas un groupe fermé et un groupe ouvert à tous? Moi, j'ai pas bien déterminé. Il y a deux comptes LinkedIn du cercle, Mélisse, Alors, me en fait, semble-t-il. oui, c'est bon. Il y a la page, on va dire, entreprise, qui correspond à la page institutionnelle du cercle. Et ensuite, il y a un groupe LinkedIn fermé, réservé aux membres. Donc, par exemple, tous les événements qui sont réservés aux membres du cercle, on ne communique avant pour vous inciter à vous inscrire uniquement sur le groupe LinkedIn des membres. En revanche, sur la page du cercle, on essaye de faire une communication a posteriori pour montrer a posteriori l'activité du cercle. Mais sur LinkedIn, ce serait contre-productif, par exemple, de faire la promotion d'une réunion de commission alors que nos abonnés de la page ne peuvent pas s'inscrire. En revanche, les débats du cercle où une majorité de nos abonnés peuvent s'inscrire, là, on fait de la communication via la page du cercle. Et c'est vrai que moi, quand j'interagis, je me demande toujours si c'est ouvert ou si c'est le compte fermé. J'ai compris maintenant. Entreprise, c'est En ouvert. fait, tu vois normalement si c'est un post de la page ou un post du groupe. C'est indiqué normalement. D'accord. Et par exemple, là, je reviens parce qu'il n'y a pas que des choses négatives, mais effectivement, Maëlys, j'ai vu que sur certains événements, là, comme il y a 2 semaines, la soirée du palmarès du droit 2022 et le premier cocktail de printemps, là, vous avez, je dirais pas explosé le score, mais vous êtes au-dessus des 130 likes. Donc, c'est pour ça que je parlais de régularité, parce que plus ça viendra et plus chacun trouvera le temps, mais comme dit Laetitia, selon votre emploi du temps. Vous n'avez pas tous le même temps et ça, on en est pleinement conscient. Avez-vous des questions alors, je vois une question de Jean-Michel. Oui, j'ai toujours vécu avec l'idée que LinkedIn était un réseau purement professionnel. Et je suis parfois surpris de voir des publications qui n'ont pas grand-chose à voir avec le professionnel. Bon, la politique peut en faire partie, mais on voit parfois des sujets qui s'en éloignent vraiment beaucoup. Quelle est votre position et votre recommandation là-dessus? Faut-il publier tout ce qui nous passe par la tête ou presque? Enfin, c'est un peu provocateur comme question. Ou tout ce qui nous semble important à partager avec le réseau LinkedIn? Ou faut-il préférer des sujets purement professionnels en sachant qu'il y a d'autres réseaux comme Facebook, par exemple, qui sont peut-être plus personnels? Pauline, si ça te va, je réponds et tu complètes.
Alors, je pense qu'il faut en effet rester sur une ligne professionnelle. Après, professionnel ne veut pas dire ennuyeux. Donc, ne pas hésiter Vous pouvez quand même toujours apporter une touche de vécu personnel et d'expérience personnelle ou une touche de conviction aussi. Donc, pour vous donner un exemple, bon, mettons que vous lisiez une tribune du Cercle qui vous a beaucoup plu et que vous la relayez. Plutôt que simplement la relayer, bah, moi je trouve toujours intéressant d'ajouter une ou deux phrases en disant point de vue très pertinent du cercle au regard de tels enjeux du moment. Voilà, je vous donne un exemple. Ou vous voyez une initiative sociétale qui vous plaît beaucoup, ou par exemple vous travaillez chez L'Oréal, hein, pour donner un exemple d'entreprise complètement au hasard. Et L'Oréal publie son rapport RSE annuel, ou je ne sais quoi. Euh, Si vous estimez que c'est une publication qui vaut le coup d'être relayée, eh ben, je pense que vous pouvez tout à fait être sur un ton du type très fier de voir mon entreprise engagée sur cette thématique X, Y, Z. Ça, c'est pas du tout incompatible. Par contre, en effet, je n'irai pas commenter et donner mon point de vue politique parce que vous avez, enfin, il y a ce qu'on appelle l'empreinte médiatique. Tout poste que vous faites reste. En tant que directeur juridique, vous êtes, à mon sens, quand même, enfin, tout ce que vous dites peut engager l'entreprise d'une certaine manière, même si c'est un réseau où vous êtes à titre privé. Donc, je garderai quand même une marge de prudence autant que possible sur ces aspects-là. Et dernier point, qui est quelque chose, alors qui est aussi valable pour Twitter, mais enfin, que j'aime bien aussi faire pour LinkedIn. En fait, vous pouvez presque vous créer votre propre ligne éditoriale. Et donc vous dire quels sont les sujets sur lesquels j'aimerais personnellement me mobiliser et être visible sur LinkedIn. Donc vous pouvez vous dire qu'il y a les sujets simplement commenter l'actualité juridique, plus relayer les actualités du cercle. Mais vous pouvez aussi vous dire que si vous avez 3 sujets phares, dont un qui est le sport, bah, c'est à mon sens pas du tout exclu de parler de sport tant que vous avez des choses intéressantes à partager ou tant qu'on voit que c'est une passion en fait. Donc vous pouvez avoir votre propre ligne éditoriale. En un sens, vous êtes aussi votre propre média, hein, si je puis dire. D'accord, d'accord. Merci. Oui, bah, je partage ton avis, Laetitia. Effectivement, je trouve pas du tout ça incompatible de mettre quelque chose d'un peu personnel dans le sens une passion ou quelque chose comme Laetitia a dit sur votre compte, puisque ça génère aussi de l'intérêt de la part des autres. Mais effectivement, il faut mieux s'abstenir de commenter des choses politiques et cette idée de ligne éditoriale dont Laetitia parlait est très importante. Je pense que c'est quelque chose qui se retrouve un peu sur l'ensemble des réseaux sociaux. Il est important d'avoir une cohérence dans son Positionnement, oui. positionnement, oui. Et ça permet de quand les gens pensent et regardent votre compte, ils voient une cohérence et ils savent reconnaître vos centres d'intérêt. Enfin, c'est quelque chose qui permet de mieux vous identifier après. J'avais Nathalie aussi qui est là. Oui, par rapport à ce que vous disiez, pour qu'on puisse en fait mieux partager les posts du cercle pour qu'il y ait une meilleure retombée. En fait, je me posais la question, donc à part liker, donc vous, votre recommandation, c'est quoi? C'est de remettre un petit commentaire de notre page, de notre part, mais pas seulement liker, si je comprends bien. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Sinon, juste pour parce qu'en fait, sur LinkedIn, l'interaction est quand même aussi assez limitée, d'une certaine façon. Oui, mais alors déjà, enfin, effectivement, liker, ça c'est la base. Et voilà, ensuite, partager en mettant un commentaire. Voilà, un commentaire. Ou une photo. J'ai compris. Et surtout un commentaire, parce que si vous partagez la publication et que vous mettez une photo en plus, ça risque de faire charger. Mais
que vous mettiez un commentaire sur vous, enfin votre, par exemple là, enfin vous allez dire que c'est ma marotte, les propositions, mais par exemple les propositions ou une interview d'un membre du cercle, donnez votre impression, enfin votre soutien, dire que vous êtes fier des positions portées par un des membres du cercle, enfin quelque chose de pas compliqué, pas long, mais juste une façon de montrer que vous vous appropriez aussi cette action du cercle, que vous l'approuvez et qu'en plus de l'approuver, vous en êtes, vous en êtes fiers et ça valorise le cercle puisque vous avez repartagé et vous, ça vous valorise parce que vous prenez position et vous avez un avis là-dessus et vous le partagez à votre propre réseau. D'accord, ok. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, moi, quand je like, voilà, il me semblait que c'était suffisant, mais je comprends qu'effectivement, l'algorithme ne te prend pas forcément en compte. Liker, c'est bien, c'est déjà Ok. bien, mais Ouais. c'est pas suffisant. Il faut partager et pas partager juste en faisant un partage simple, c'est-à-dire que la publication arrive sur votre compte à vous, mais partager avec un mot de vous, un mot personnel qui D'accord. montre, parce que vous n'êtes pas bridé là sur ce que vous voulez dire, mais voilà, qui montre que c'est quelque chose que vous avez envie de valoriser. Maëlys, D'accord, vous merci. vouliez parler? Oui, pour donner un exemple à Nathalie, par exemple, si on prend le post sur le cocktail de printemps au studio Harcourt, effectivement, le minimum, c'est de liker. Après, c'est de commenter le post en disant merci à Deloitte, merci au Cercle pour cette belle soirée. Et le cran au-dessus, c'est de partager en disant ravi d'avoir pu découvrir les studios Harcourt grâce au Cercle Montesquieu et à Deloitte. Et du coup, à chaque fois, avec l'arrobase, vous renvoyez sur Cercle et sur Deloitte. Et du coup, c'est ça qui fait le buzz sur le réseau social, en fait. C'est ça qui Et va en il y fait a une grosse inspirer. différence entre liker et partager en donnant ton point de vue ou ce que tu as pensé, que ce soit d'un événement, d'un article ou de quelque chose, et en réinterpellant les personnes ou les institutions euh, ad hoc, ça amplifie beaucoup. Et en fait, en faisant ça, en étant actif de cette façon-là, c'est votre personnel branding que vous travaillez, en fait. C'est Oui. pas celui du cercle. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Et plus que- vous avez ce type de réflexe, mieux c'est pour vous. Et je pense que là, Malice illustre un point qui est très important et dont on n'a pas vraiment parlé, mais c'est que un contenu, une publication peut vivre sur le long terme. Donc là, l'exemple que vous donnez, Malice, c'est que vous faites vivre un événement avant, pendant, après. Et donc, c'est pas du tout exclu, parce que évidemment, vous n'avez pas forcément des trucs nouveaux à raconter tous les jours. C'est pas du tout exclu non plus de refaire un post sur quelque chose qui vous a frappé, ou par exemple sur les propositions présidentielles, pour revenir sur un exemple du moment, tant que vous ne faites pas le même post. Donc ça, évidemment, ça nécessite un tout petit peu de retravail, mais c'est une manière facile de remonter à nouveau de la visibilité et réattirer l'attention. Tout à fait. Alors, les 2 slides suivantes, vous les gardez pour vous, vous les aurez dans le document. Bon, voilà, c'est tout ce qu'il faut éviter de faire, donc je vous laisserai voir ça, ça va de soi, mais c'est toujours bon à rappeler. Donc je vous les laisse et on va passer à Twitter qui donc n'est pas votre truc, si j'ai bien compris, d'après ce que vous m'avez dit. Sauf que Twitter, c'est incontournable, à l'heure actuelle. Bon, vous le voyez, il y a beaucoup d'utilisateurs, les chiffres sont très forts et c'est un réseau, incontournable. Alors différent je ne sais pas, enfin, si je peux vous poser une question, comme ça, vous, puisque vous n'êtes pas sur Twitter, est-ce que je peux en connaître la raison, si ce n'est le temps où je
Est-ce que quelqu'un... Le temps et la pertinence des informations qui n'est pas toujours au rendez-vous, à mon avis. Ah, alors Et on va en trop de parler. flux, trop de trafic. C'est ça. Donc ça, on va en parler. Et je pense, Pauline, que c'était le sens de ta slide d'après, hein, si mes souvenirs sont bons. Mais Twitter est une fabuleuse source de veille, et notamment pour vous en tant que directeur juridique. Mais évidemment, il faut être sélectif sur les profils qu'on suit. Et encore une fois, réfléchir de la même manière en termes de thématiques qui pour vous sont importantes. Mais moi, par exemple, je tweete jamais parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas la patience. Au contraire de Pauline qui est très investie sur ses réseaux aussi au regard de son parcours, parce que Pauline a fait de la politique avant de nous rejoindre. Mais par contre, je trouve que Twitter, c'est extrêmement utile pour suivre les 50 comptes qui sont, à mon sens, majeurs, à savoir la présidence de la République, le ministère des Affaires étrangères, les 5-6 médias et ou journalistes qui sont clés pour moi. Et donc ça, je pense qu'en tant que directeur juridique, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire et c'est un usage de Twitter qui est moins connu, mais qui est vraiment efficace. Oui, parce que vous n'êtes pas obligé de, comme disait Laetitia, de réagir à tout et de suivre tout. Vous avez, quand vous inscrivez, d'abord, vous choisissez les thèmes que vous souhaitez suivre. Vous pouvez sélectionner vraiment les personnes, suivre seulement ceux qui vous intéressent. Et c'est effectivement un outil de veille incroyable puisque c'est l'outil le plus rapide en termes d'information, même plus rapide que les chaînes d'information. Parfois, on voit les choses sur Twitter bien avant qu'elles n'arrivent sur les chaînes d'information et pourtant d'information en continu. Donc, si vous voulez avoir l'actualité tout de suite, c'est là-dessus qu'il faut être, mais en choisissant qui vous voulez suivre, ceux que vous voulez suivre, les médias que vous voulez suivre. Mais ça me paraît être un outil indispensable pour vous quand même. Et sans vouloir rentrer dans la concurrence, vous avez beaucoup, alors, il y a beaucoup d'avocats qui sont sur Twitter et qui ont une très bonne audience. J'ai quelques noms en tête comme ça, mais il y en a quand même assez connus et ça serait bien que vous, directeur juridique, vous vous fassiez aussi entendre ou vous soyez au moins présent, que ça fasse une communauté qui soit présente, sans pour autant réagir à tout. C'est pas l'idée, mais que vous montriez que vous êtes là. Je pense que tu as tout à fait raison, Pauline. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple concret de à quoi faire Twitter, vous avez certains avocats, alors évidemment, ils n'ont pas tout à fait le même enjeu financier derrière, puisqu'on sait qu'eux vivent beaucoup de la réputation pour attirer des nouveaux clients, mais certains avocats qui ont commencé sur Twitter et qui étaient assez vocaux sur Twitter sont désormais intervenants dans des émissions politiques ou dans des émissions d'actualité. Et ça, c'est quand même la grande force de Twitter, c'est que vous pouvez aussi progressivement émerger comme étant un leader d'opinion. Donc, c'est en effet important, au-delà de la création d'une communauté de directeurs juridiques qui soit forte, ça peut aussi vous permettre de créer des nouvelles opportunités, de rencontres, de postes, etc. Il me semble que Twitter, il demande tout de suite le numéro de téléphone. Je me trompe, on est obligé de laisser son numéro de téléphone sur Twitter. Alors oui, ne serait-ce que pour pouvoir récupérer votre compte, c'est une question de sécurité. Par contre, vous pouvez tout à fait mettre un pseudo. C'est pas du tout exclu. Donc, vous pouvez avoir votre compte Twitter qui vous sert juste à faire de la veille. Tout dépend en fait de l'usage que vous souhaitez en faire. Si vous souhaitez en faire un outil de visibilité, c'est mieux de mettre a priori votre vrai nom. De toujours préciser, si vous souhaitez préciser vos fonctions, de préciser que vos opinions, c'est à titre propre. Et ça, il y a une petite formule, Pauline, si tu peux la rappeler rapidement. Compte personnel ou alors ces tweets n'engagent que moi. Voilà. C'est les deux formules. Mais compte personnel, ça passe très bien. Moi, c'est ce que j'avais mis à l'époque du Sénat et voilà, c'est passé.
Ça veut dire que je suis, même si je suis identifiée, enfin à l'époque, même si j'étais identifiée Sénat, ce que je mettais n'engageait que moi et n'engageait pas la structure. Toute proportion gardée, évidemment, je ne me lançais pas dans des grands, mais c'était mon opinion et pas celle de la structure pour laquelle je travaillais. Et ça, c'est juste quelque chose qui prend vraiment très peu de place et qui vous sécurise aussi. Donc là, attendez, je passe. Alors ça, donc là, c'est ce qu'on vous disait en fait, c'est tous les avantages de Twitter. Ne vous en déplaise, là, comme qu'on essaie de vous expliquer. Que l'information va 1000 fois plus vite là sur Twitter qu'ailleurs, que les journalistes sont extrêmement présents. C'est ce que Laetitia disait quand elle parlait d'augmenter votre visibilité médiatique. À titre personnel, j'ai pas mal d'amis journalistes. Dès qu'on leur parle de quelqu'un, ils vont chercher sur Twitter avant d'aller chercher sur LinkedIn. Ils vont chercher sur Twitter, ils regardent, ils voient le profil. Ils sont assez accros à Twitter et c'est une façon de vous identifier rapidement et pour justement, si vous voulez être des ambassadeurs du cercle et être invité, à participer, plus fréquemment, c'est quand même un moyen intéressant pour vous de vous faire connaître dans un premier temps. On vous demande pas d'y passer tout votre temps évidemment puisque vous êtes très occupés, mais c'est un moyen d'être identifié, rapide. Qui fonctionne sur le même principe que LinkedIn, en fait, alors, sauf si vous choisissez d'être sous un pseudo mais si vous vous affichez en tant que vous, avec votre identité, vous faites une bio très rapide, une photo et voilà et quelque chose de neutre. Et pareil, je je réponds pour la question, est-ce que vous êtes obligé de réagir à tout, de réagir non, pareil, c'est le même principe que LinkedIn, sauf que Twitter, c'est plus visible actuellement, surtout dans cette période où tout est dans l'instantané, où là, on l'a bien vu, on est dans une période très particulière, la campagne, tout va vite, tout va un peu dans tous les sens et Twitter répond à ça. Alors je sais que ça peut faire peur, mais c'est quand même très utile. Je n'ai pas de part chez Twitter, hein, donc je ne sais pas de vous de vous convaincre et de vous forcer. Oui, Jean-Michel, vous avez une question? Non, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Quand vous dites tout va vite et tout va dans tous les sens, c'est bien l'image que j'ai de Twitter. Oui, mais parfois ça peut être bon. Bon ou moins bon. J'ai l'impression d'entrer dans un café où il y a plein de conversations et surtout des conversations de comptoir, peu de fond, parfois des informations intéressantes, mais beaucoup de choses qui passent, qui sont éphémères, qui sont des réactions à chaud, pas toujours pertinentes à mon avis, mais ça n'engage que moi. Ah mais je ne vais pas vous contredire, Twitter a cette image d'être le nouveau, alors c'est pas péjoratif, mais café PMU, digital en fait. C'est des conversations de comptoir simplement, là aussi dans le choix que vous allez faire des personnes que vous suivez, du coup, en fonction des gens que vous allez suivre et qui vont vous suivre, votre fil d'actualité va être pertinent parce il va correspondre à ce que vous avez décidé de suivre. Donc vous n'aurez pas les conversations, de tout le monde parce qu'effectivement Twitter, tout le monde peut s'exprimer, surtout caché derrière un pseudo, c'est plus facile. Réagir tout de suite, beaucoup le font malheureusement, hein, mais pas que des anonymes, hein, des personnalités politiques aussi et qui le regrettent très vite puisqu'une capture d'écran est bien plus facile à faire qu'un tweet, c'est encore plus rapide. Donc parce que là aussi, comme disait Laetitia, là, vous avez aussi l'empreinte médiatique. Évidemment, un tweet et il y a plein d'exemples, dans la vie politique ou autre, de tweets qui ont été effacés, mais qui resteront toujours puisque quelqu'un en a fait une capture d'écran. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir avant de tweeter, mais personne ne vous oblige à tweeter, que vous ressentez tout de suite là, à chaud comme vous dites, comme beaucoup le font et vraiment cette histoire de fil d'actualité, ça
pour vous, ça peut être intéressant puisque vous aurez choisi vos thèmes et les personnes que vous voulez suivre. Donc, vous n'aurez pas n'importe qui. Vous n'aurez pas un tel qui va s'exprimer, qui va réagir à tout ce que dit tout le monde sur chaque sujet. Donc, Non, c'est vrai, vous avez raison, tout est certainement dans la sélection, dans le choix des gens qu'on suit ou pas. ça, c'est important. Et puis, alors, vraiment, en extrême recours, vous pouvez bloquer si Mais vous bon, êtes trop embêté. puisque Elon Musk va prendre le contrôle de tout ça, on sera bientôt à l'abri des fake news, sûrement. Oui. Je vous laisse mettre de cet avis. Et là, on vous a mis les bons réflexes donc, sur lesquels vous pourrez vous pencher après. Voilà, publier régulièrement du contenu si bien sûr vous en avez le temps, utiliser les bons hashtags, favoriser l'instantanéité, mais pas la réaction à chaud, énervée ou quoi que ce soit, ça non. Illustrez votre tweet parce que sur Twitter, c'est encore plus valable que sur LinkedIn. Il faut un visuel. Tout à l'heure, vous avez mentionné la différence entre un hashtag et un arrobase. Je vous avoue que pour moi, c'est pas tout à fait clair quand même, hein. Alors, le hashtag, c'est par exemple le hashtag, sans doute l'un des plus en vogue, c'est le dièse, donc le hashtag présidentiel 2022, qui évidemment, ou aujourd'hui, je crois qu'en top tweet, c'était hashtag Mélenchon Premier ministre. Donc là, quand je clique sur ce hashtag-là, ça me renvoie où? Alors, Ça va vous renvoyer sur la liste des conversations qui mentionnent ce hashtag. En fait, le hashtag, c'est une thématique de conversation. D'accord. Et donc la différence avec l'arrobase? L'arrobase, c'est pour identifier une personne ou une association, une entité. Là, c'est nominatif. Tandis Donc que ça veut dire que si je mets un hashtag ou un arrobase Cercle Montesquieu, ça arrive au même endroit? Non, il faut mieux. Alors, pour Cercle Montesquieu, il faut mettre le arrobase Cercle Montesquieu pour être identifié et pour que le cercle soit visible. Et le hashtag, c'est plus, par exemple, droit ou juridique, hashtag juridique, hashtag présidentiel, hashtag, je sais sur les hashtags, mais des thématiques. Mais tandis que les arrobas, c'est vraiment pour des personnes ou des entités. Et pour le cercle, c'est mieux que, par exemple, si vous dites très fier d'avoir contribué aux propositions portées par et là, vous mettez arrobas cercle Montesquieu parce que c'est lui que vous voulez mettre en avant. Et vous pouvez finir votre tweet par dans le cadre de la hashtag présidentielle 2022. J'ai l'impression de parler. Une précision, c'est très pratico-pratique, mais ne pas hésiter encore une fois à copier-coller le hashtag, enfin l'arrobase du cercle. Parce qu'il suffit que vous ne mettiez pas le C majuscule ou le trait d'union ou je ne sais quoi, et le contenu du coup n'est pas relayé tel quel. Donc en fait, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller sur la page Twitter du cercle, de copier-coller le arrobase cercle qui est en dessous. Sous le nom. Voilà, qui est sous le nom, et de le mettre directement dans votre publication pour être sûr que vous interpellez bien le cercle et que c'est bien visible. Parce que si ça n'est pas le arrobase officiel et le nom officiel, ça n'est pas pris en compte par l'algorithme et ça ne remontera pas. Le cercle ne le verra pas non plus, en fait. Et le but, en fait, c'est que quand vous allez identifier avec le arrobase le cercle Montesquieu, le cercle, lui, va voir il aura une notification pour lui dire qu'il a été identifié par vous. Et du coup, il pourra lui-même relayer ce que vous avez fait ou liker ou interagir avec votre publication. C'est ça le but, en fait. C'est un effet boule de neige qui est que quand vous identifiez quelqu'un, la personne le sait tout de suite, enfin le sait tout de suite. Quand elle regarde ses notifications, elle est au courant et voilà, comme ça, c'est des jeux d'interaction, mais qui sont essentiels. Et les hashtags, ça reste vraiment pour les thématiques. Et c'est pareil, ne pas en mettre trop. Alors, donc là, je passe à la suivante. Donc voilà, là, c'est les bonnes pratiques, sachant que pour les hashtags, vous pouvez aussi les mettre sous, par exemple, si vous mettez un visuel, vous pouvez identifier 10 personnes, c'est 10 personnes maximum sous la photo.
les 10 personnes que vous jugez les plus pertinentes d'identifier Donc, pour encore une qu'elles fois, avec le interagissent fameux avec vous. arrobase. Ça, c'est la même chose. Mais je crois, Pauline, on a mis quelques exemples de publications en dessous. C'est peut-être plus simple de partir de ça pour Attends, expliquer. Attends, j'ai mon truc qui est bloqué. Ouais, je peux Bon, pas ça, je pense que passer. ça, de toute façon, on peut la passer parce que c'est... Non, mais c'est pas ça, c'est que j'arrive pas à avancer. Ah, Ouais. voilà. J'y suis. Voilà. C'est mon PowerPoint qui était bloqué. Donc, vous voyez là la différence, Annabelle, dans les likes, vous voyez l'interpellation de la personne, dans les tweets, pardon, l'interpellation de la personne, et après les hashtags, vous voyez? OK. C'est ça, j'essaie. Là, on vous en a mis d'autres. Et c'est vachement codé quand même, hein. Oui, mais ça s'apprend. Je dirais presque, ça devient ludique à force, mais Non, et là, on vous a mis, par exemple, l'exemple à gauche, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre non. toutes les petites iconos, etc. Ça, c'est des gens qui passent beaucoup de temps sur Twitter. Mais ça vous donne une idée de ce qui peut être fait, sachant que évidemment, vous allez plutôt être sur un ton un peu corporate comme le poste de Bouygues ou le poste de Kellogg's. Mais ça vous donne un peu une idée. Alors ça, c'est si vous avez envie vraiment d'aller plus loin, mais c'est pas non plus du tout une obligation. C'est la grande mode et ça permet, ça marche assez bien. Alors Caroline, si vous ne voyez pas les exemples, vous voyez bien les slides ou pas? Je ne vois pas votre réponse, Caroline. Oui, 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 je vois un slide qui s'appelle les bons réflexes. Ah oui, alors vous êtes un peu en... Je pense qu'il y a un bug Chez moi. avec votre Teams. Ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais me déconnecter, je me reconnecte. Ouais. Oui, Je pense D'accord. qu'il vaut mieux. pour les Ok. autres, vous voyez bien les gifs, enfin les images animées, là. Oui. D'accord, Oui. bah, je me reconnecte alors. On voit pas, on voit pas que c'est des gifs. Si, ça Vous ne bouge. voyez pas bouger? Si, ça bouge. Ah, moi, si. ça bouge pas. Alors, normalement, ça bouge parce que c'est le but. Mais Oui, oui, ça bouge. Mais juste, Pauline et Laetitia, sur Twitter, il y a toujours une limite de caractère ou pas? oui, oui. Alors, C'est attendez. la grosse différence avec LinkedIn quand même. Oui, mais c'est pas plus mal pour faire passer un message assez concis. Vous pouvez faire les deux parce que si vous êtes sur LinkedIn, vous faites votre post aéré, ceci dit, mais en développant un peu plus vos arguments et vos impressions. Mais par contre, sur Twitter, ça vous permet de faire une autre sorte de relais, mais plus court, plus concis, où vous allez à l'essentiel. Parce que comme je vous ai dit, l'algorithme Twitter est encore pire ou mieux, ça dépend d'où on se situe, que LinkedIn. Donc, tout de suite, il va prendre enfin, plus c'est court, plus c'est concis, plus les hashtags sont bien choisis, plus vous passerez dans le fil d'actualité de vos réseaux et des gens susceptibles d'être intéressés. Et Annabelle, pour répondre à votre question, effectivement, enfin, le hashtag, par exemple, si vous mettez un hashtag, je sais pas moi, directeur juridique, bon, c'est pas très original, ça va ramener, c'est-à-dire que tous les gens qui iront sur ce hashtag verront toutes les conversations concernant les directeurs juridiques. Donc vous apparaîtrez dans le fil des directeurs juridiques, de tous ceux qui s'intéressent aux directeurs juridiques. Pareil pour présidentielle 2022, mais là, évidemment, c'est apocalyptique parce qu'il y a je ne sais combien de millions de tweets. Ça permet de regrouper l'ensemble des discussions sur une même thématique. Et vous retrouvez beaucoup plus facilement les choses qui peuvent vous intéresser. En fait, vous allez voir, c'est un apprentissage au début parce que forcément, il faut se forcer à penser son message en peu de caractères. Alors, Pauline, c'est toujours 140 caractères ou ça a évolué? Il me semble. Attends, je vais vérifier. Grosso modo, c'est 2-3 phrases. Donc, c'est court, en effet. Vous avez toujours la possibilité, si vraiment vous voulez faire passer un message plus long,
de faire un autre post juste après, donc en mettant 1 sur 2, par exemple. 2 sur 2. Voilà. Et de toute façon, parfois, vous pouvez, enfin, ça crée aussi des conversations, donc vous pouvez continuer à alimenter votre propos sur la conversation parce qu'une personne va réagir à votre post, puis une autre. C'est Donc c'est en 280 effet caractères voilà, à c'est un doubler. format un peu différent. Autre question à ce stade ou comme je vois qu'il est déjà 19h40, on peut peut-être passer mais rapidement. Alors le point sur les liens, Pauline, j'imagine que tu vas dire que c'est important. Oui, attends, je regardais. Oui, alors, oui, ça, c'est les bit.ly. Si vous voulez renvoyer, par exemple, vraiment, c'est ma marotte, aux propositions du cercle, au lieu, et que vous voulez mettre une flèche et dire retrouver les propositions du cercle, au lieu de copier, vous devez copier l'URL du site, sauf que pour que ça ne prenne pas trop de caractères, vu qu'on est limité à 280, il y a un petit site qui s'appelle Bitly et qui permet de raccourcir votre lien. Et c'est très très simple, hein. Il suffit juste de coller le lien entier, vous faites shorter et ça vous fait un Bitly qui apparaît et qui prend beaucoup moins de place et qui renvoie exactement à la même page, hein, qui renvoie aux propositions du cercle. Donc là, vous avez quelques petits conseils que vous pourrez sur lesquels on vous laissera réfléchir pour générer du trafic, effectivement, interagir, remercier. Ça, c'est des choses, comme disait Laetitia, Twitter, si en plus vous n'êtes pas habitué, c'est des apprentissages qui viendront au fil du temps, c'est des choses que vous verrez, qui vous plairont peut-être chez des gens que vous suivez. Et quand vous aurez le temps, vous aurez envie de le faire. C'est des choses qui viennent avec le temps. C'est vraiment pas forcément intuitif au début, mais après on peut trouver ça sympathique, je vous assure. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions autres. Je suis perdue dans la présentation. Personne n'a de questions? Non. Alors, du coup, là, pareil, c'est la maîtrise des risques, c'est pas très. Voilà, vous avez ça, évidemment, si le commentaire est. Si quelqu'un commente votre tweet et que c'est positif, bah, vous likez, c'est le minimum pour interagir et montrer que vous êtes content. Et à l'inverse, évidemment, si on vous insulte ou si c'est négatif, bon, vous saurez quoi faire. Ça dépend aussi de la nature de la réaction à votre tweet. Si c'est une question qui vous est posée, vous pouvez répondre. Si par contre c'est agressif, évidemment, bah, vous le signalez. Mais comme sur LinkedIn, vous signalez à Twitter le caractère diffamant ou insultant du tweet. Je sais pas, Laetitia, si tu voulais rajouter des. Non, non, alors juste pour vous rassurer, c'est quand même plus que rare et ça, c'est plutôt pour ce qu'on appelle les tweetos acharnés, hein, qui sont sur Twitter toute la journée et qui postent 200 tweets par jour. Eux s'engagent dans des longs dialogues Twitter et dans des, dans des chaînes de conversation, mais pour vous rassurer, ça n'arrive quand même globalement jamais si vous tweetez avec parcimonie et peu. Et si vous avez des tweets qui restent relativement neutres dans le ton. Donc, ça va être typiquement des batailles entre les personnes de la France insoumise et les républicains ou ce genre de choses. Donc, a priori, peu de chances que vous soyez dans ce type d'échange. Donc, c'est vraiment juste un rappel au cas où. S'il n'y a pas d'autres questions, bah, oui, ça, c'est vraiment c'est du basique, mais On vous a donné pour votre information que vous pouvez voilà. avoir, vous aurez le document. Donc, Maëlys, vous me ferez passer
Il y avait les mails, comme ça que je puisse envoyer à tous les gens, ou je vous envoie la présentation, vous l'enverrez. Votre micro est coupé, donc je vous entends pas. Pardon. Oui, je l'enverrai. Vous m'enverrez la présentation et je l'enverrai D'accord. aux inscrits au présent. Ouais, très bien, comme ça, chacun pourra regarder ça à tête reposée. Et c'est tout pour nous. Je ne sais pas si nous avons répondu à... Toutes vos questions. Est-ce que ça vous a été utile déjà? Voilà, c'est ça. Oui, merci, c'était très intéressant. J'avoue que moi, je pratique beaucoup moins Twitter. Oui. Parce qu'effectivement, on ne peut pas être sur tous les réseaux, donc à un moment, il faut faire un choix. Absolument, non, c'est sûr. Il vaut mieux être sur un réseau et bien gérer son profil et son empreinte plutôt qu'être sur 3 et ne pas vraiment gérer. Bon, écoutez, en tout cas, on espère que, encore une fois, que ça vous servira, que ça servira aussi à relayer les propositions du cercle et les publications à venir, puisqu'il y a pas mal de choses qui arrivent, à savoir les débats du cercle, la soirée handicap, etc. Eh bien oui, comme dirait Olivier, maintenant il faut pratiquer. Donc, donc on vous laisse pratiquer et puis voilà, vous y mettre si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline Pauline et Laetitia, et merci à tous de votre participation. Merci.